Bonjour. Au début, je tiens à remercier la PPRM de nous avoir invités, moi et le professeur Moubchir, pour animer et modérer cette session qui est intéressante. Et je tiens à remercier M. Mohammadi qui ne cesse de faire promouvoir la pneumologie. Et comme je lui ai dit hier, tout le bilan, le programme scientifique de ces journées, ça ressemble un petit peu à un congrès de l'ATS et de l'ERS. On le remercie. Et derrière lui, tous les membres ici présents, Dr Maliki, Sergi et Sijamani, le reste du bureau, pour tout leur dynamisme et pour promouvoir la pneumologie au sein de la région de Marrakech. Et je tiens aussi à remercier le laboratoire AstraZeneca pour sponsoriser cette session. On va parler sur l'étude Sabina. Comme vous le savez, après l'étude SMART, qui a un petit peu révolutionné la prise en charge de l'asthme par le fait d'introduire la corticothérapie dans les exacerbations d'asthme. Maintenant, c'est l'étude Sabina qui va, je pense, le professeur Serhan va nous démontrer quels seraient les méfaits de l'usage des bêta-2 mimétiques seuls dans les exacerbations. L'étude Sabina, c'est le short-acting use in asthma. Professeur Serhan, je pense que tout le monde le connaît, c'est le chef de service de pneumologie de l'hôpital à la faculté de médecine d'Agadir. Et je pense qu'on va la retrouver la semaine prochaine. Tout le monde, je pense, il va être invité pour le premier congrès international de la région de Souss Messedra. Professeur Serhan, à vous la parole pour... Merci, cher maître. À mon tour de remercier l'APREM de m'avoir convié à son congrès exceptionnel, magnifique. Je félicite convivialement le comité d'organisation, chacun en son nom, en commençant par Monsieur le Président, bien sûr, et tous mes amis du comité d'organisation. Je leur félicite pour le choix des orateurs, pour la qualité des présentations, pour l'organisation sans faille. Vraiment, bravo et un grand bravo à vous. Je vous applaudis. Alors, je suis également comblée parce que l'APREM a choisi dans la modération deux personnes qui sont particulièrement très proches de mon cœur. Il y a ma collègue et ma coéquipière, Madame le professeur Moubchir, que nous partageons beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et mon maître, et je profite de l'occasion et de ma position pour le remercier tout particulièrement pour tous les efforts qu'il avait faits pour nous prodiguer une formation de qualité. Et si je suis là, c'est grâce à Allah Ta'ala, et bien évidemment, et ses efforts aussi tout particulièrement. Et je le remercie devant tout le monde et je lui transmets toute ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce qu'il a prodigué comme formation de qualité, en tout cas pour moi et tous les collègues qui avaient reçu une formation au sein du CHU d'Agadir. Et je parle bien évidemment du professeur Al-Harrag. Donc, je remercie également les laboratoires AstraZeneca de m'avoir choisi pour défendre toujours leur cause et pour défendre aussi les recommandations internationales du GINA qui continue toujours à défendre cette stratégie fonds et symptômes et de défendre cette association aussi bien pour le traitement de fonds que pour les exacerbations. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude Sabina, l'étude internationale Sabina et son impact bien sûr sur les recommandations internationales pour la prise en charge de l'asthme. Alors, comme l'introduction a été trop longue, donc les exacerbations de l'asthme et la surutilisation de SABA continuent d'avoir un impact sur les patients du monde entier. Et là, comme vous savez, l'asthme, il atteint tous les patients à travers le monde et on estime que 339 millions de patients à travers le monde souffrent d'asthme et plus de 176 millions souffrent d'exacerbations, même sous traitement. Et on a objectivé que depuis l'année 2008 jusqu'à l'année 2009,
Et l'utilisation des dispositifs inhalatoires ou alors des sabats ou des dispositifs, des bronchodilatateurs de courte durée d'action a augmenté significativement et est passé pratiquement de 200 millions jusqu'à plus de 270 millions en l'intervalle de 10 ans. Donc, cette étude qui montre que les patients asthmatiques de tout âge présentent des exacerbations, quel que soit le type de sévérité de la maladie. Et là, si vous remarquez dans les recommandations britanniques, ils divisent la sévérité de la maladie en 6 étapes, pardon. Enfin, contrairement aux recommandations américaines ou du GINA, qui divise la sévérité de la maladie en 5 étapes. Et là, donc, la première et la deuxième étape, elles concernent bien évidemment l'asthme léger. Puis vous avez l'étape 3 et 4, l'asthme modéré. À partir de l'étape 4, 5 et 6, c'est l'asthme sévère. Et là, si vous remarquez, vous avez, quelle que soit l'étape de la maladie, les patients, ils présentent des exacerbations. Et là, l'apparition de la première exacerbation, bien évidemment, elle va dépendre bien sûr de la tranche d'âge. C'est vrai que dans la tranche d'âge la plus jeune, entre 5 et 17 ans, la première exacerbation, elle peut démarrer au-delà de l'âge de 8 ans. La tranche d'âge entre 18 et 54 ans, la première avant l'âge de 4 ans. Donc, plus on avance dans l'âge, plus le risque d'apparition de la première exacerbation, il devient de plus en plus proche. Donc, dans la tranche d'âge au-delà de 55 ans, la première exacerbation, elle peut démarrer donc à partir de l'âge de 2 ans. Après, quelle que soit la sévérité de la maladie, tous les patients, quel que soit leur profil de gravité, ils peuvent toujours présenter des exacerbations qui leur incitent bien évidemment à avoir recours à un traitement de fond. Et donc, même les patients qui présentent un asthme léger, il a été constaté que pratiquement 12 à 36% de ces patients ont présenté des exacerbations qui leur ont bien évidemment incité à utiliser un traitement à base de bronchodilatateurs de courte durée d'action. L'adhésion également aux corticostéroïdes inhalés ne protège pas contre l'apparition des exacerbations. Et là, même pour les patients qui sont bien adhérents au traitement, nous avons pratiquement 26,2% ont eu recours au moins une fois à l'utilisation d'un dispositif à base de bronchodilatateurs de courte durée d'action, et 25% des patients définis contrôlés selon les recommandations du GINA ont utilisé au moins un dispositif de corticostéroïdes inhalés, avaient présenté au moins une exacerbation dans les 12 mois qui ont précédé l'utilisation d'un traitement de fond bien conduit. Alors, qu'en est-il de l'inflammation ou alors du processus inflammatoire? Alors, cette étude, elle avait montré que chez les enfants, le taux du FeNO, alors du NO exhalé, commence quelques jours, pratiquement 3 à 5 jours avant l'apparition des symptômes, ce qui signifie qu'au cours de l'exacerbation, il n'y a pas que la composante ou alors la bronchoconstriction sur lesquelles les bronchodilatateurs de courte durée d'action, alors les sabats, agissent, mais il y a aussi la composante inflammatoire très importante qui s'exacerbe et qui s'exagère au cours de l'exacerbation, alors de la crise, et qui justifie justement le recours à ces bronchodilatateurs de courte durée d'action. Et donc là, vous remarquez que le taux de FeNO exhalé, il augmente concomitamment, alors quelques jours avant l'apparition des symptômes de l'exacerbation qui sont définis selon les consensus du GINA, par l'effondrement bien sûr de la fonction respiratoire que l'on peut mesurer par le DEP du matin, du soir, l'apparition de symptômes nocturnes, diurnes, le recours bien évidemment aux bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc ce qui signifie qu'une exacerbation ne justifie pas uniquement l'utilisation des bronchodilatateurs de courte durée d'action, parce que ces dispositifs-là n'agissent pas sur l'inflammation, mais agissent que sur la bronchoconstriction, et qu'il va falloir associer bien évidemment un corticostéroïde au moment de l'exacerbation pour agir sur cette composante inflammatoire. Cette plaque aussi, elle montre que au cours de l'exacerbation, il y a un phénomène inflammatoire également qui apparaît et qui
s'exagère ou s'exacerbe au cours de la crise, bien évidemment. Et donc là aussi, quand l'inflammation, alors l'exacerbation, elle apparaît, il y a aussi le recours à l'utilisation des dispositifs ou alors des sabats qui augmente aussi le recours aux corticostéroïdes oraux qui augmente aussi au cours de l'exacerbation. Et bien évidemment, nous avons recours, on va assister également à un effondrement de la fonction respiratoire à chaque exacerbation. Ces phénomènes inflammatoires ils vont bien évidemment aboutir au remodelage bronchique, ce qui va aboutir à la langue à une bronchoconstriction fixée qui peut ne plus répondre aux corticostéroïdes inhalés à la langue. Pardon. Voilà. Alors, l'étude Sabina a été réalisée pratiquement dans le monde entier. Elle a épargné le Maroc, mais ça a concerné pratiquement le monde entier. Et on a assisté que même dans les pays qui sont les plus développés, le recours à l'utilisation des bronchodilatateurs de courte durée d'action était très important. Donc, on a plus de 40% des patients asthmatiques asthmatiques en Europe et aux États-Unis utiliser leurs dispositifs de secours en Amérique en Amérique du Nord et en Europe. L'Amérique latine aussi, il y a une proportion de patients très importante qui approche les 40%. Également, elle utilise à chaque exacerbation des flacons de bronchodilatateurs de courte durée d'action, notamment les sabats. Et là, c'est-à-dire quand on parle d'utilisation ou de surconsommation, ça concerne au-delà de 3 flacons, par an. Alors en Afrique, 47%, au Moyen-Orient, 47% et en Asie également, 27%. Alors l'étude Sabina s'est étalée sur plusieurs phases. La première phase s'est réalisée au niveau du Royaume-Uni. C'est une étude rétrospective observationnelle qui a concerné, comme je viens de signaler, sur plusieurs pays. La première, donc la phase 1 a concerné le Royaume-Uni. La phase 2, donc 6 pays de l'Union européenne, le Canada et Israël. Le Sabina 3, donc c'est une étude observationnelle également qui a concerné plus de 25 pays aux alentours sur 5 continents. Et l'étude Sabina Plus, donc le design a été, c'est une étude multidesign qui a concerné la Pologne, la Roumanie, la Suède, les États-Unis et d'autres pays. Donc, l'étude Sabina a montré que, quel que soit le stade de gravité de l'asthme, l'utilisation de plus de 3 dispositifs de bronchodilatateurs inhalés est associée à une augmentation de l'exacerbation. Et donc, au Royaume-Uni, 38%, que l'on considère vraiment un pays très développé, avec des patients qui ont un niveau intellectuel vraiment très haut et qui comprennent parfaitement bien leur maladie. Donc, qu'en est-il c'est-à-dire du profil de notre patient? 38% des patients sur 38% des 913 patients asthmatiques ont eu plus de 3 flacons de sabbat prescrits au cours des exacerbations au cours de l'année qui a suivi l'utilisation, c'est-à-dire après le diagnostic, Donc les exacerbations augmentent aussi avec le nombre, c'est-à-dire de plus en plus qu'on utilise des dispositifs de bronchodilatateurs de courte durée d'action, les exacerbations augmentent. Et là, cette étude qui montre une augmentation ou alors une ascension linéaire corrélée et une corrélation linéaire entre la surconsommation des sabbats et des exacerbations. C'est-à-dire de plus en plus qu'on utilise
utilisent des dispositifs inhalatoires en rapport avec des bronchodilatateurs de courte durée d'action, de plus en plus que le patient est exposé à faire des exacerbations, et quelle que soit, c'est-à-dire la sévérité de la maladie, et on a assisté pratiquement à 20% des patients qui ont utilisé ou alors qui ont surconsommé des bronchodilatateurs de courte durée d'action ayant un asthme léger avaient des exacerbations de plus, et pour 24% des patients présentant de l'asthme modéré à sévère également avaient une surconsommation de SABA. Alors toujours dans le même sens, le SABINA de phase 2 et 3 réalisé pratiquement sur toute l'Europe montre également que la prévalence de surutilisation de SABA, elle augmente le nombre des exacerbations pour les mêmes raisons dont on a parlé bien évidemment. Alors, ceci va nous permettre une vision globale sur l'utilisation de SABA et va nous approcher justement de la vision globale des recommandations internationales et de justifier pourquoi le GINA avait opté pour l'utilisation d'un dispositif à base de corticostéroïdes inhalés et de bronchodilatateurs. Et bien tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que la dépendance excessive au SABA, elle entraîne une augmentation de risque d'exacerbation et de décès. Une perspective globale des prescriptions de SABA est nécessaire, bien sûr, en fonction des données épidémiologiques et des données socio-économiques, bien sûr, pour la gestion de l'asthme dans chaque pays. Et le programme du SABINA, il a permis de générer, bien sûr, des données mondiales et des diversités mondiales, bien sûr, en fonction des pays et en fonction des données socio-démographiques. Ce qui justifie justement que le GINA ne recommande plus le traitement par SABA seul chez les adolescents et qu'elle exige à chaque fois qu'il y a des symptômes d'exacerbation d'utiliser en plus du dispositif inhalatoire de SABA un corticostéroïde inhalé. Donc là, l'exemple du SABINA dans la Suède. Donc l'étude avait deux objectifs. Le premier objectif est de déterminer la relation entre la surutilisation des SABA et le risque de mortalité. Et le deuxième objectif était d'évaluer les déterminants démographiques et cliniques de surutilisation de SABA dans cette cohorte de patients. Pardon, excusez-moi. Alors, c'était une étude rétrospective sur le registre national des maladies chez des patients asthmatiques entre 12 et 45 ans ayant utilisé au moins un bronchodilatateur au cours de l'année qui a suivi le traitement pour asthme, et la période c'était entre 2006 et 2014. Les patients qui étaient bien évidemment exclus, les patients BPCO qui sont sous anticholinergiques et les patients qui sont traités par des corticostéroïdes orales. Alors, les critères d'évaluation avaient concerné des individus qui ont surutilisé, bien sûr, les SABA et les causes de décès chez les asthmatiques. Alors, 741 patients ont été inclus, après avoir bien évidemment enlevé ou alors exclu les patients qui avaient présenté des critères d'exclusion ou de non-inclusion. 365 324 patients ont été inclus dans cette étude suédoise. Alors les résultats étaient comme suit. Chez les patients qui ont utilisé au moins 2 dispositifs inhalatoires à base de SABA, 32 000 patients avaient un taux d'exacerbation entre 0 et 2. Le nombre pour les patients qui avaient utilisé au-delà de 11 dispositifs, 2449. Le taux d'hospitalisation avait varié entre 1, c'est-à-dire pour les patients qui avaient utilisé moins de 2 dispositifs, contre 17,9 pour ceux qui avaient utilisé plus de 11. Le taux de malades traités pour asthme avait varié entre 132 et 252 patients, donc en allant bien sûr des patients qui avaient utilisé moins de 2 jusqu'à au-delà de 11 dispositifs. Donc c'est pratiquement les mêmes données. Donc pour les patients qui avaient utilisé des corticostéroïdes inhalés, 302 000 malades ayant utilisé moins de dispositifs avaient consommé des corticostéroïdes inhalés, contre 2026 patients qui avaient utilisé au-delà de 11 avaient utilisé des corticostéroïdes orales.
Donc, les données démographiques, ou alors l'étude multivariée, avait trouvé une association de l'âge, c'est-à-dire que les patients, les extrêmes d'âge, les plus jeunes, donc la tranche d'âge de 12 à 17 ans et les 35 à 45 ans, c'était la tranche la plus concernée par une surconsommation de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Les hommes utilisaient plus de dispositifs de sabbat que les femmes. Les stades légers et les stades sévères sont les tranches qui avaient utilisé plus ou alors surconsommé plus de dispositifs de sabbat. Et puis après, vous avez aussi les scores de comorbidité. Voilà. Alors, cette étude suédoise avait conclu à ce que 30% des patients asthmatiques ont une surutilisation, ou alors utilisent, ou alors ils ont une surconsommation de dispositifs de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Les hommes, ils utilisaient beaucoup plus de dispositifs inhalés à base de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Les enfants entre 12 et 17 ans et les adultes de 35 à 44 ans surconsommaient plus de sabbat, et l'existence aussi de maladies chroniques chez les patients était associée à une surconsommation de sabbat. Voilà. Donc, l'étude Sabina suédoise avait démontré que la surutilisation de sabbat, bien évidemment, était associée aussi à un risque accru d'exacerbation chez les patients, quel que soit le stade de gravité. Pardon. Voilà. Pour conclure, le programme du Sabina, c'est une grande étude qui a montré qu'un tiers des patients surutilisent les sabbats dans l'Union européenne, c'est-à-dire on parle là d'une population qui est bien éduquée, d'une population qui comprend parfaitement sa maladie, d'une population qui sait utiliser ces dispositifs. Donc, qu'en est-il des patients, de nos patients et du profil de nos patients? La surutilisation de sabbat est bien évidemment associé à une exacerbation, alors à un risque accru d'exacerbation et de mortalité. La surutilisation de sabbat aussi, elle entraîne une surconsommation des systèmes de santé, et elle a démontré également que le traitement et les approches de prise en charge de l'asthme doivent être bien modifiées, d'où bien évidemment les nouvelles recommandations du GINA qui continuent à recommander que pour les stades 3, 4 et 5, que le traitement de préférence ou alors le traitement de choix est l'association d'un traitement de fond à base de corticostéroïdes inhalés et de formoterol, aussi bien pour traiter les symptômes de la maladie de fond que pour traiter les exacerbations, avec comme une alternative l'utilisation de dispositifs ou alors de bronchodilatateurs de courte durée d'action, mais à condition d'y associer toujours un corticostéroïde inhalé. Donc, en 2021, parce qu'il n'y a pas vraiment de grands changements sur le GINA 2022 concernant ce volet, l'algorithme du GINA montre deux pistes actuellement. La première piste, c'est l'utilisation d'une faible dose de formoterol comme traitement de secours et traitement de fond, et c'est l'approche privilégiée pour le consensus du GINA. L'utilisation comme piste 2 d'une approche alternative et qui concerne l'utilisation d'un bronchodilatateur de courte durée d'action, mais toujours en association avec un corticostéroïde inhalé. Je n'ai pas parlé des étapes 1 et 2, tout simplement parce que nous n'avons pas encore l'AMM au Maroc. Donc, de façon globale, l'asthme est une maladie inflammatoire et fluctuante, donc il va falloir rechercher, ou alors le patient, il cherche souvent à soulager immédiatement ses symptômes. C'est pour ça qu'il a toujours recours au dispositif inhalatoire à base de sabbat, parce qu'il le soulage immédiatement. La surutilisation de tabac a constitué actuellement un vrai problème de sécurité, parce qu'elle expose au risque d'exacerbation et bien évidemment au risque de mortalité. Le sabbat, c'est pour ça que les recommandations internationales, notamment ceux du GINA, ils vont vers bannir complètement cette attitude d'utiliser les dispositifs à base de bronchodilatateurs seuls comme traitement de secours ou alors comme traitement de la crise. L'utilisation de sabbat traite que les symptômes, elle ne traite pas l'inflammation comme ça a été déjà démontré, et donc cette surutilisation commence à constituer ou alors constitue actuellement un problème de santé mondial, d'où les attitudes des médecins qui doivent changer, et je vous remercie pour votre attention.
Merci, professeur Hind Serhan, pour la qualité de sa présentation. Je pense qu'il a traité un sujet qui est difficile concernant, parce que lorsqu'on veut changer une attitude qui s'est avérée, qui est efficace, l'usage des sabbats dans la prise en charge des exacerbations d'asthme, et de montrer comme quoi elle a ses limites. Ça, vous étiez très convaincante avec tout ça. Je pense que l'attitude médicale, elle va être changée. Alors maintenant, lorsqu'on parle de la surutilisation utilisation des sabbats, est-ce que c'est un problème des patients ou c'est un problème de prescription médicale? Alors là, c'est toujours la question qui se pose. Donc, je donne la parole à l'assistance. Ils ont des questions. Je pense que le micro, il est Madame Sayah Simziane. Merci Madame Serhan pour ton excellente présentation. Je voulais juste répondre à professeur Harrak par rapport à la surutilisation. Est-ce que c'est un problème dû aux malades? Est-ce que c'est un problème dû aux médecins? Madame Serhan, dans l'étude de Sabina, il a été prouvé que chez ces patients qui surutilisaient les sabbats ont déjà eu une prescription médicale. Et une fois qu'ils l'ont eu, ça ne coûte pas cher, ça marche bien. Et ils peuvent, une fois qu'ils ont eu ça chez leur médecin, après, par eux-mêmes, ils vont la prendre over the counter, c'est-à-dire sans prescription chez le pharmacien. Donc, c'est important que nos autres médecins changeons nos prescriptions et insistons sur le fait que l'asthme est une maladie inflammatoire et qu'il ne faut jamais donner les sabbats seuls. Voilà, je suis très brève. Pardon, donc c'est à mon tour donc, de vous remercier, professeur Serhan, pour cette présentation sur l'étude Sabina, et je vous félicite pour ça. Disons, ma réflexion, comme vous l'avez dit, c'est de lier l'exacerbation avec les sabbats. J'aurais pu très bien dire la fréquence, au lieu de dire la surutilisation des sabbats qui est responsable des exacerbations. Je pense qu'on pourrait lire autrement. On pourrait dire comme quoi la fréquence des exacerbations justifie la surutilisation, disons, inclus, ou bien comme conséquence, une surutilisation des sabbats. Parce que vous avez lié comme quoi les exacerbations sont liées au sabbat. À mon sens, ma lecture devrait être autrement. Ça d'une. Et si effectivement, c'est vrai, donc une exacerbation, c'est un épisode inflammatoire, auquel cas les sabbats seuls peuvent être insuffisants et on devrait avoir recours, donc pas de façon personnalisée, pour certains malades, à utiliser des corticoïdes, soit orales, soit comme effectué dans l'étude MART, donc d'associer un corticoïde inhalé. Autre chose, l'étude ne montre pas très bien comme quoi ces malades, quels sont leurs traitements de fond qui ont. Dans l'étude suite à ce que vous avez montré, on a vu comme quoi les corticoïdes seuls ou bien des corticoïdes associés au LABA n'étaient pas à 100%, ils n'étaient pas à leur traitement optimal, et ils représentent entre 47 à 70%. Donc je pense effectivement que ça reste une autre analyse pour essayer de voir quelle est la part des choses. Merci. Merci Madame Serh pour votre réflexion. Justement, je rebondis sur votre commentaire parce que là, en fait, nous, pneumologues, on vient d'avoir les recommandations du GINA qui ont changé depuis pratiquement 2020. Et donc, c'est là où nous sommes posés des questions sur le fait que faut-il vraiment utiliser le sabbat seul, faut-il utiliser. Et parmi nous, il y a des pneumologues qui doutent toujours sur ces recommandations. Parce que là, c'est vrai que c'est des recommandations, c'est une société, ou alors disons société savante internationale, mais ça reste quand même, c'est pas le Coran. Mais là, justement, ça doit émaner de nous, pneumologues, qui ont vu ces recommandations et qui ont vérifié, c'est-à-dire la véracité scientifique de ces recommandations, que nous devons justement faire, c'est-à-dire faire véhiculer
cette idée que l'exacerbation ne concerne pas uniquement la bronchoconstriction, mais aussi il y a des phénomènes inflammatoires sur lesquels il va falloir agir. Mais là, sur les plaques que j'ai montrées, il y avait une proportion, pas mal de patients qui étaient sous corticosteroïdes inhalés au long cours et qui avaient présenté des exacerbations et qui avaient aussi surconsommé des bronchodilatateurs de courte durée d'action. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être dire qu'au cours de l'exacerbation, certes, il va y avoir des personnes qui sont déjà sous corticosteroïdes inhalés au long cours, auquel il va falloir rajouter ou alors doubler la dose au moment de l'exacerbation pour agir sur cette composante inflammatoire qui va justement apparaître au moment de l'exacerbation. Donc, je pense qu'en tant que pneumologue, il faut qu'on fasse l'effort de véhiculer ces recommandations et de montrer aussi aux amis et aux collègues généralistes aussi qui traitent aussi la maladie asthmatique et qui continuent à adopter la stratégie, l'ancienne stratégie, celle de l'utilisation des bronchodilatateurs seuls au moment de la crise. Et je connais une proportion, pas mal de médecins qui n'est pas vraiment très convaincus par cette attitude. Donc c'est nous qui devrons justement faire cette réflexion localement et pourquoi pas ne pas adopter des recommandations locales que l'on va diffuser à la population générale des pneumologues et à tous les collègues qui traitent l'asthme. Voilà, donc, Monsieur le Président. Oui. Voulez-vous parler? Moi, en fait, ce n'est pas pour poser une question, c'est juste pour te féliciter, parce qu'on est quand même, ce symposium exprès, on a choisi des gens qui sont chers, des gens, on connaît la sensibilité entre vous trois. Donc, moi, je te félicite doublement. Premièrement, parce que tu portes notre châle. Et deuxièmement, parce que la Hind, on l'a vu grandir devant nous, c'est notre petite sœur. Elle est de plus en plus grande dans le sud et surtout qu'elle organise le week-end prochain un grand congrès. Et donc, on vous félicite et on sera tous là pour vous féliciter. Donc, quant à Saint-Bicorte, je pense qu'il est plus vieux que toi, Hind. Donc, on le connaît bien et tu l'as bien défendu et ne trouve pas meilleur défenseur que toi. Donc, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, j'ai juste un petit commentaire en réponse à... Moi, je vous félicite d'avoir obligé les Ouidadi à porter le châle vert. Ça aussi, c'est très important à signaler. Raja. Ben justement, c'est des Ouidadi qui ont porté le châle vert à Madame Boyette. Exactement. Merci. Moi, j'ai remarqué que depuis hier et ce matin, et maintenant cet après-midi, on propose des recommandations à l'échelle nationale. À un moment donné, les années 80 et 90, les sociétés scientifiques, notamment au niveau de la SMMR, on a organisé nous-mêmes des réunions de consensus avec des guidelines marocains. Bon, maintenant le débat, tout le monde parle de cette orientation. Ben faites-le maintenant. Il faut une petite commission et commencer à réfléchir et lancer ces recommandations marocaines qui répondent à notre contexte marocain. Ça a été dit ce matin, ça a été dit hier, ça a été encore cet après-midi. Ben, passez à l'action. J'adhère parfaitement à ce que vous aviez dit, Madame Boyette. Inch'Allah. Alors, تشرفينا مدى إلى ما شرفتيناش مدام ما نديروهمش. Je vous remercie. L'alerte, c'est gentil, merci beaucoup. Vidéoconférence. Ouais. Oui. Si Jamali. Bravo, vraiment c'est un exposé très très clair. Et les messages sont passés et les recommandations, je crois, elles sont bien ancrées. C'est vrai, il faut passer le message à nos confrères généralistes. Dans le parcours de soins, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, bien sûr, on parle de l'asthme, comment maîtriser l'asthme, etc. Mais toujours, moi, c'est ce qui
ce qui m'embête, c'est qu'on laisse une grande partie qui est l'environnement de l'asthmatique. La semaine dernière, j'étais avec les dermatologues qui ont consacré un séminaire sur l'allergie et le stress et le retentissement de ces deux facteurs sur la peau. Oui. Et donc l'environnement du malade reste très très important, on n'en parle pas beaucoup. Allez-y, contrôler un asthmatique qui a une allergie aux moisissures dans sa maison et il est plein de moisissures, allez-y, donnez tout ce que vous voulez, mais ça reste toujours un asthme incontrôlable. Quelqu'un qui travaille dans un petit atelier qui est pas du tout ventilé, exposé à des poussières, donnez tout ce que vous voulez, vous n'allez pas le contrôler. On parle de contrôle de l'asthme, il faut donner des anti-inflammatoires, c'est vrai, on a compris le mécanisme physiopathologique, mais l'environnement, il faut en parler. Alors il y a aussi le stress, parce que dans ce séminaire, ils ont parlé du stress et son impact sur la peau, pelade, urticaire, prurite, etc. Mais c'est effroyable. Il suffit de traiter ce facteur-là, je dirais psychologique, et la maladie disparaît. Et si il faut vraiment demander à nos malades asthmatiques comment ils vivent, et vous allez voir, vous allez être surpris. Et donc, on parle toujours, bien sûr, ces médicaments, il faut en parler, mais aussi il faut penser à l'environnement du malade, et c'est très important. Merci. Oui. Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, Dr Jamali. Il faut parler de la vision globale de la prise en charge de l'asthme. Mais là, j'étais chargée de parler que de l'étude Sabina. Je suis désolée. D'accord. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de l'association formotérol, corticothérapie dans les exacerbations, il y a une sorte, surtout la safety, l'innocuité de l'ABA. Lorsqu'on utilise le SABA, on voit comme quoi le patient, il n'a pas de... Mais le fait d'utiliser le LABA, est-ce que ça, il n'a pas d'effet indésirable? Lorsqu'on parle de l'ABA, c'est-à-dire le patient, quelles sont les doses qu'il ne peut pas dépasser? Oui. Donc là, c'est du point de vue safety. Oui, en effet, j'ai eu pas mal de patientes qui surconsommaient justement et qui surutilisaient les sabats qui présentaient beaucoup plus des effets secondaires cardiaques à type de tremblement, de palpitations. Et là, c'est vrai, ça commence à devenir de plus en plus fréquent. Et puis après avoir réduit, ou alors après avoir leur montré à quel moment il va falloir utiliser le dispositif et changer complètement vers la stratégie SMART, je l'ai vu s'améliorer. Alors pour les doses, du moment qu'on peut utiliser une nébulisation, toutes les 15 minutes, et on sait très bien que la nébulisation, c'est l'équivalent de 50 doses, donc je ne peux pas vous dire à quelle dose il va falloir s'arrêter. Donc même dans les recommandations, on continue toujours à adopter cette attitude. Mais si le patient comprend parfaitement sa maladie, si on est conscient de l'utilité de la stratégie SMART, donc je pense que le message il passe facilement au patient et le patient adhère parfaitement et qu'on arrive à maîtriser les symptômes, surtout au cours des crises. Oui. Je pense une question pour les représentants du laboratoire Astra, s'ils le permettent. Effectivement, lorsqu'on dit le nombre de bouffées, on ne peut pas dépasser les 12 vous parlez je croyais que c'était les sabats. Non, là-bas. C'est entre 8 et 12, on ne peut pas dépasser 12. Moi, je croyais que vous étiez en train de parler du sabbat. De là-bas, effectivement. Donc de l'association, c'est 12 bouffées. Il ne faut pas dépasser 12 bouffées. Alors, une question pour le laboratoire, parce que je pense que le problème, c'était où? C'était l'utilisation des sabbats. Alors là, qu'il fallait ajouter une corticothérapie inhalée. Mais la conclusion, c'était quoi? On donne une corticothérapie inhalée associée à un LABA. Je pense que c'est ça que les pneumologues n'ont pas compris. Au début, on dit que le SABA, il pose un problème, on va ajouter une corticothérapie inhalée. Mais maintenant, on ajoute une corticothérapie, un LABA. Effectivement, il ne faut pas dépasser les 12, mais ce serait plus intéressant d'ajouter une corticothérapie inhalée à un SABA. Je pense que le laboratoire Astra, ils ont un bon bronchodilatateur qui est le terbutaline. Ils peuvent, je ne sais pas, je pense qu'il y a une étude qui est dans ce sens, c'est ça, ajouter la terbutaline au budesonide. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une étude dans ce sens. Hein. Et ça serait, je pense que ça va lever le problème le nombre de doses qu'on peut donner d'une corticothérapie à un LABA.
et ça va encourager davantage les médecins à prescrire ce genre de situation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Oui. Oui. Pardon? Là, dans le même dispositif. C'est ça, mais il y a une étude, je pense, qui est en cours. L'association de SAVA. Pour les moins de 4 ans. Pour les moins de 4 ans. Oui. Oui. Alors pour moi, ce n'est pas une question, c'est féliciter encore Hind pour son exposé excellent et tous ces détails. Enfin, moi, simplement pour préciser que la soirée de gala de l'amitié ce soir, ça se passera au resto Ariad Zitoun. Le resto s'appelle Dar es Salam. On l'a essayé, on sait que c'est bien, donc j'espère que vous allez apprécier aussi. Et simplement, tous les départs vont se faire dans des minibus à l'extérieur de l'hôtel. Donc soyez à l'heure, s'il vous plaît, c'est à 19h30. Et gardez sur vous vos tickets pour les présenter peut-être au minibus et aussi surtout à l'entrée du restaurant. Si quelqu'un n'a pas le ticket, vous me le faites savoir pour vous le donner. Et aussi votre conjoint ou conjointe, tout le monde sera les bienvenus. Merci. Merci. Je pense, Merci pour vous. après ça, donc, il y a un même dispositif, traitement de fond, traitement d'exacerbation. C'est ça, je pense, la conclusion de cette soirée. Je donne la parole à professeur Mouichir, s'il veut dire un mot. Donc, à mon tour, je félicite professeur Serhan pour son exposé. Donc, je vous remercie pour vos questions. Et je pense qu'on va arrêter cette session pour se reposer, pour reprendre après avec la BPCO. Merci. Merci à vous.